Rebienvenue Yannick et Chloé. Dans la capsule 6, je me questionnais sur, on parlait de la faillite dans ce cas-ci, et comment ça se passe une faillite. Puis là, j'étais comme, on dirait que je démordais pas de ma question, mais c'est aujourd'hui qu'on en parle. C'est aujourd'hui qu'on va démystifier déroulement. Ça. Donc, je te laisse nous introduire à ça. En fait, les filles, moi, ce que je remarque en pratique, le moment le plus difficile du déroulement de tout le processus, c'est mettre les pieds dans un bureau de syndic ou demander de l'aide à quelqu'un. Puis je compare souvent ça à lorsqu'on est malade ou on a un problème de santé physique ou quoi que ce soit. Toi, Camille, t'as un enfant, je crois, t'as des enfants? Oui. Lorsqu'il arrive quelque chose, soit aux enfants ou à nous, ben, qu'est-ce qu'on fait généralement? On va chez le médecin. Tout dépendamment Bon, ben toi, t'es bonne. Oui, c'est tu vas chez le médecin direct? Non, mais là, c'est parce que je pensais genre à la crise d'appendicite ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que... J'espère. C'est parce que moi, j'ai eu la chance exceptionnelle d'être allée 2 fois à l'urgence pour mon fils. Okay. Là. Donc, une fois pour une pneumonie, puis une autre fois pour une crise d'appendicite. Donc, 2 problèmes qui étaient très alarmants, puis rapides. Mais c'est vrai que quand ton enfant commence à être malade, ben là, tu prends sa température, tu lui donnes un petit sirop, tu t'inquiètes, tu deviens... Tu sais, exact. T'es alerte, là. Mais quand même, peut-être vu que t'es une mère, t'es plus prudente, puis tu consultes davantage, mais je vais te dire de mon côté, moi, ce que je fais quand je suis malade, c'est ben là, OK, ben je me dis, ça va passer. Moi, c'est ce que je me dis. OK. Mais au moins, personnel, je suis comme ça, par contre, là. Ça va passer. Là, ça passe pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait tous? On va sur Internet, on regarde qu'est-ce qui se passe, et là, généralement, ce qu'on voit, c'est des situations quand même très graves. Fait que là, ça nous fait angoisser un petit peu. Mais on dit qu'on va attendre. Jusqu'à temps que l'angoisse soit insoutenable, ben là, on va consulter. Ben, c'est un peu la même affaire. C'est plate à dire, mais avec un syndic. Donc, les entrepreneurs se disent souvent, je vais attendre, ça va passer, je suis capable, j'ai déjà vu ça, je vais réussir à m'en sortir tout seul, j'ai pas besoin d'aide. Après ça, là, ça va pas mieux. Ils regardent sur Internet. Puis c'est normal, là, on fait tout ça. Puis là, on voit un paquet d'affaires. La faillite, c'est quoi? C'est compliqué. Puis je vais tout perdre. Je vais perdre ma maison après. Donc, c'est ça qui arrive. Fait que là, les gens sont très, très angoissés. Et finalement, ils se décident par consulter. Puis là, c'est pas si pire. Donc, c'est pourquoi je dis c'est l'étape la plus difficile, donc d'aller consulter un peu comme un médecin. Donc, très bon comparable. Ouais. J'ai bien aimé. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qui se passe à la première rencontre? Donc, on arrive finalement à cette première rencontre-là. D'abord, il faut que l'entrepreneur ait en sa possession, je dirais, ses états financiers, une liste d'actifs, une liste des dettes. Idéalement, ses prévisions financières. C'est pas toujours le cas parce que des fois, malheureusement, c'est pas tout le monde qui les utilise. Donc, avec ces documents-là, le syndic, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser l'information pour voir quelle option serait possible dans cette situation-là. Évidemment, moi, d'une manière personnelle, ce que je demande souvent à l'entrepreneur, c'est quoi ses intérêts? Parce que je ne vous cacherai pas, des options, il y en a à peu près 3, grosso modo. D'après vous, c'est quoi? Vous en connaissez théoriquement 2. Le redressement, c'est comme ça qu'on appelle ça, le redressement... on va dire la proposition. La proposition concordataire. La proposition, ensuite la faillite en tant que telle. Exact. Et l'autre option... La vente de l'entreprise, probablement? Réussir à vendre. Comment que je l'appelle? Le statu quo, avec des mesures de redressement. Donc, on sait que la proposition et la faillite, ce sont des stratégies légales. Là. Donc, par contre, le statu quo, on dit, on fait un redressement, mais informel. On fait, comme on avait déjà dit, les prévisions financières. On ajoute certaines mesures de redressement. On réduit notre inventaire. On essaie d'augmenter nos ventes par soit plus de publicité. On réduit des salaires. Donc, c'est pour ça que j'appelle le statu quo. Donc, il y a à peu près 3 options. Statu quo, la proposition, puis si ça ne fonctionne pas, on y va avec la faillite. Donc, c'est à peu près les 3 options qu'on a dans une première rencontre. Exact, une première rencontre. Je vous dirais que pour les PME, les plus petites entreprises, après la première rencontre, moi, les clients sortent souvent, puis ils savent déjà. C'est déjà très clair. C'est quand même assez facile parce que les dettes, il y a moins de dettes. C'est plus facile à analyser. Par contre, pour les grandes entreprises, lorsqu'il y a un petit peu plus d'actifs, de dettes, plus d'employés, tout ça,
Ben, on a rarement une vue globale lors de la première rencontre, après la première rencontre. Donc, ce qu'on fait, généralement, ça bifurque vers un mandat, là, qu'on dit, ben, écoute, c'est tellement complexe, puis il y a tellement de créanciers, de garanties, qu'on peut pas décider sur un coin de table, tu sais, en 1h30 de donner une stratégie qui va fonctionner. Donc, généralement, c'est ce que je dis, ça bifurque un peu vers un mandat où là, on va vraiment se mettre les mains dedans, puis on va regarder qu'est-ce qui est possible ou non de faire. Mais surtout qu'il y a souvent des compagnies à numéros, tout ça, tu sais, il y a une structure vraiment différente. Fait que ça peut-tu faire un effet domino de une entreprise qui fait fermer l'autre à numéro, puis l'autre, puis l'autre? Non, c'est pas ça. C'est que souvent, dans les grandes entreprises, ben, il y a beaucoup de créanciers, notamment de créanciers garantis. Donc, il peut y avoir une banque, il peut y avoir 2, 3, 4 prêteurs à long terme. Et chacun d'entre eux a des garanties sur les actifs. Donc là, juste démêler l'ensemble des garanties, qui passe en premier, qui est en deuxième, déjà là, c'est assez complexe. Et après ça, bien, des prévisions, faut les analyser. Des fois, analyser des prévisions d'une grande entreprise, c'est quand même complexe, puis voir est-ce qu'on peut... Dans le fond, le but, c'est toujours de satisfaire l'intérêt de l'entrepreneur, et ces entrepreneurs-là, généralement, veulent continuer. Donc, analyser des budgets, ça prend un peu plus de temps pour trouver où est le problème vraiment. Et là, j'ai une petite curiosité, moi. Est-ce qu'il y a beaucoup d'émotions dans ces rencontres-là? Tu sais, dans la première, là, est-ce que c'est chargé? Est-ce que les gens pleurent? Comment t'accueilles? Ben, moi, par expérience, c'est sûr que les gens sont initialement très stressés. Mais par la suite, oui, ça a déjà arrivé des pleurs, mais je dirais probablement des pleurs de soulagement. Les gens s'attendent vraiment à pire. Un peu... Tu sais, la même chose quand on va chez le médecin, après avoir regardé l'ensemble des causes qu'il y avait sur Internet. Et puis le médecin dit, ben finalement... T'as pas le cancer de stade 4, tu meurs demain. C'est un rhume, prends 2 Tylenol, puis ça va aller. Donc, tu sais, là, on est vraiment soulagé. Donc, c'est souvent ce genre de pleurs-là qu'il y a, mais c'est pas fréquent, là, je vais vous dire. Là, mais les gens sont soulagés. Et le même commentaire, j'aurais dû consulter avant, je me serais mieux Oui, puis on se rappelle que ça fait probablement des mois qu'ils anticipent de faire appel à quelqu'un. Donc, quand ils arrivent dans ton bureau, c'est plus du soulagement parce que c'est pas nécessairement une claque d'en face. Ils se sont déjà un peu fait à l'idée à ça va mal au point que là, j'ose consulter. Mais ils devraient le faire avant. Que ça va aller encore plus mal que ce que ça va être réellement. Donc, des fois, c'est pour ça, justement, le soulagement. Donc, après cette rencontre-là, bien évidemment, moi, tu sais, le client repart chez eux avec, tu sais, faut absorber ça, là, c'est beaucoup d'informations. Donc, il absorbe les stratégies, les options qu'il peut faire, les avantages, les inconvénients. Et par la suite, lorsqu'on se en rencontre, supposons que, bon, dans cet exemple-là, c'est la faillite qui a été choisie. Mais là, oui, il y a de la documentation qui devrait être fournie parce qu'essentiellement, le document le plus important dans une faillite, selon moi, c'est le fameux bilan. C'est-à-dire qu'on fait une liste des dettes puis une liste des actifs. Et ce document-là sert à informer tous ceux qui ont perdu de l'argent que l'entreprise vient de faire faillite. Ça, c'est encore une fois, c'est le syndic qui s'en occupe, mais c'est essentiel parce que, tu sais, moi, si je veux savoir à qui je dois transmettre cet avis-là, bien, je dois avoir la liste. Donc, ça, l'entrepreneur doit nous fournir ces documents-là, tout ça. Il y a d'autres papiers à signer, évidemment, mais je dirais que c'est le principal. Après ça, bien, l'entrepreneur, oui, en vertu de la loi, doit collaborer avec le syndic, tenter de maximiser la réalisation de ses actifs et aider justement au bon déroulement, mais son rôle est un peu plus secondaire. Donc, c'est le syndic qui va être en avant, qui va mener, puis s'il y a des questions, on va l'appeler, mais son rôle devient plus secondaire. Et moi, j'encourage toujours les entrepreneurs à bien collaborer. D'ailleurs, tu sais, ça ne demande pas, fournis-moi une liste d'acheteurs, qui serait intéressé par tes actifs. Donc, tu sais, c'est des questions quand même assez simples, mais qui peuvent avoir un grand impact parce qu'on l'a déjà vu lors de dernières capsules que souvent, il y a des responsabilités soit d'administrateur ou des cautionnements. Donc, l'entrepreneur a donné des garanties personnelles à certains créanciers. Donc, advenant la faillite, bien, on sait que ça se peut qu'il y ait des répercussions personnelles. Donc, si l'entrepreneur a tenté d'aider le syndic à vendre les actifs super chers, qu'on est capable de tout payer ces créanciers-là, bien, il n'y aura peut-être pas d'impact personnel. Ou, du moins, s'il y en a, mais les créanciers, les institutions sont quand même sensibles à ça. Quand ils voient que l'entrepreneur a aidé, c'était démené pour aider à la réalisation, bien, tantôt, ça risque d'aller un peu mieux pour la résolution du problème personnel.
J'ai une petite question, encore une fois, je veux pas nous mélanger ici, là, mais en ce qui concerne justement le cautionnement d'une maison ou un truc comme ça, est-ce qu'il y a des situations, qu'est-ce qu'on fait quand justement un entrepreneur se lance en affaires, peu importe, cautionne sa maison, mais là finalement, 5 ans plus tard, quand l'entrepreneur fait faillite, soit n'a plus cette maison-là, ou bien est-ce que l'entrepreneur pourrait dire « Hey, là, c'est plus ma maison que je voudrais qu'on utilise pour rembourser les créanciers, je voudrais que ce soit mon auto. » Tu sais, est-ce que ça se passe non, ou on peut pas? On peut pas. On peut pas. Je veux dire, généralement, lorsqu'on contracte un prêt, puis Camille, probablement, que tu nous avais déjà parlé par le passé que tu avais fait ça, mais lorsque tu signes le prêt, généralement, le créancier va te demander un bilan personnel. Donc, c'est là que tu vas indiquer qu'est-ce que tu as. 5 ans plus tard, bien, c'est sûr, si tu as vendu ta maison, puis, donc, je veux dire, la maison, et puis là, c'est tout. Mais il y aura quand même des questions qui seront posées. OK, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Qu'est-ce qui est arrivé? Si tu as racheté une nouvelle maison, c'est cette nouvelle maison-là. C'est la nouvelle maison. Qui est cautionnée. Donc, généralement, puis comme je dis, il y a des exceptions, mais généralement, lorsqu'on donne une caution, c'est une garantie personnelle, mais on ne donne pas nécessairement d'actifs en garantie. Non. Tu es responsable de la dette au niveau personnel, mais il n'y a pas un lien nécessairement qui est pris sur un actif en tant que tel, mais ça peut arriver. OK, je comprends. Ouais. Super. Dans mon cas, j'ai pas rien sur un objet. J'ai juste mon nom. Et tu as ton nom. Donc, ça inclut tous tes objets, finalement. Exact. Non. Mais il n'y a pas de lien particulier. Non. Donc, un coup qu'on a fait ça, on a signé le bilan, on a transmis les avis, bien, c'est tout le syndic qui s'occupe des tâches là, de l'administration. L'autre étape, un peu crucial que certains débiteurs se méfient ou du moins craignent, c'est la fameuse assemblée des créanciers. Donc, la loi, ce qu'elle prévoit, c'est que dans les 21 jours, bon, il y a quand même une certaine latitude, mais 3 semaines après avoir déposé la faillite ou la proposition, il doit se tenir une assemblée des créanciers. Puis c'est pour ça que si vous lisez les journaux, bien, la loi nous oblige également de publier cette convocation-là dans les journaux pour que justement tous les créanciers qui n'auraient pas été avisés par la faillite ou la proposition bien, puissent y assister. Donc, lors de cette assemblée-là, bien, en fait, c'est le syndic, c'est assez simple, là, le syndic émet un rapport, dit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il pense qu'il va avoir de l'argent pour les créanciers ou dans le cadre d'une proposition, bien, explique comment que ça sera versé. Et évidemment, il y a une période de questions. Mais je vous dirais que généralement, lorsqu'il n'y a rien eu de croche dans le dossier, bien, les créanciers comprennent. Il n'y a pas personne qui décide du jour au lendemain de dire « je fais faillite, puis finalement, j'aime ça. » Donc, les créanciers comprennent, puis généralement, il n'y a aucun problème. Puis les questions, c'est pas des questions percutantes. Puis souvent, ça finit par bonne chance, puis on comprend, puis lâche pas. Donc, il y a beaucoup d'encouragement. Comme je dis, ça, c'est dans la majorité des cas, mais il y en a d'autres où que ça tourne un peu moins bien ou qu'il y a peut-être des petites choses qui sont accrochées. Ça peut brasser un peu plus, mais en général, 95% du temps, ça va super bien. Et après l'assemblée, ben, le débiteur, l'entrepreneur a pratiquement plus rien à faire. Oui, il faut tout le temps qu'il colle la barre, mais il n'y a plus grand-chose à faire si les actifs ont été vendus, tout ça. Donc, son rôle est de plus en plus effacé. Donc, je vous dirais, pour les petites entreprises, ben, le dossier, ça peut durer... disons 1 mois, 2 mois, pas plus. Donc, c'est quand même assez rapide. Évidemment, dans les plus gros dossiers, bien là, ça peut durer plusieurs semaines, puis on aura la chance d'en parler lors d'une prochaine capsule, mais là, on ne parle pas de 3 semaines, 1 mois. Là. Donc, le processus de gestion dure plusieurs mois, mais dans les PME, c'est, je vous dirais, après 3 semaines, le gros du travail est fait. Est-ce qu'il y a un moment où l'entrepreneur a la certitude que c'est derrière lui, il ne peut pas avoir quelqu'un qui revient contre lui? Bien, tu sais, ça, généralement, lors de la première rencontre là, qu'on parlait tantôt, bien, on va essayer d'identifier. Gars, voici toutes les dettes qui sont susceptibles de revenir contre toi personnellement. Et généralement, les créanciers vont y aller. Là, je veux dire, tu as une garantie. Ils ont avantage à... Ils ont signé un papier comme quoi... Donc, ils vont y aller. Donc, c'est là où, à titre de syndic, on essaie d'entretenir avec le créancier, de dire que ça s'en vient, le volet personnel s'en vient ou pas, voici les intentions. Donc, on essaie de garder tout ça en harmonie parce que tantôt, c'est beaucoup plus facile de soit négocier ou d'arriver à une entente quand ça s'est fait en harmonie ou qu'on ne sait pas parler. Là. Donc, je suis curieuse. Est-ce que ça arrive qu'on se rend à ce que la personne a utilisé comme cautionnement personnel? Mm-hmm. Ça arrive? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Elle se fait vraiment prendre sa maison? Oui, c'est ça.
Ben, c'est pas... les gens se font pas prendre la maison. C'est qu'ils remettent l'équité qu'il y a sur la maison. Ils vont devoir se réhypothéquer. Donc, supposons qu'on dit qu'on a une maison à 500 000, puis l'hypothèque est de 400 000, par exemple. Ben, il y a un 100 000 que la personne devra remettre. Généralement, dans ces situations-là, ce qu'on fait, c'est une proposition, mais cette fois-ci personnelle, qu'on peut étaler sur 5 ans. Mais là, rendu là, comment qu'on va le payer? Est-ce que, comme tu dis, est-ce qu'on hypothèque? Est-ce qu'on étire la proposition sur 5 ans? Donc, il y a un paquet de variables qu'on peut moduler pour justement permettre que la personne puisse vivre convenablement. Là. Mais oui, ça arrive souvent lorsqu'il y a des cautionnements importants qu'il y a un dossier personnel. Mais souvent, je vous dirais, puis ça, comme je dis, chaque cas est différent, mais des fois, lorsqu'on se rend au personnel puis qu'il y a une proposition, je vous dirais les propositions personnelles sont quand même très fréquentes. On privilégie vraiment les propositions. Mais il y a souvent d'autres dettes aussi. Personnelles. Tu sais, un entrepreneur qui veut sauver son entreprise... Ben, il va couper son salaire en premier. Fait que là, sa carte de crédit... Bon, tout à fait. Donc, il y a d'autres dettes à éponger autres que les cautionnements. Donc, des fois, c'est même un must de procéder à un réaménagement de la dette de l'entrepreneur, finalement. Je comprends bien. J'ai une autre question avant qu'on... Là, tout l'aspect public, là, est-ce que c'est un peu ça? Parce que dans l'épisode de Juliette et Chocolat, elle nous disait qu'à un certain moment, il fallait qu'elle garde comme le secret à toutes ses équipes. Puis ça, il fallait qu'elle maintienne à flot. Est-ce que c'est le 3 semaines que ça se passe jusqu'à l'Assemblée où ça devient public? Comment les entrepreneurs le vivent pendant que les procédures se passent? Tu dis qu'il faut qu'ils maintiennent l'actif le mieux qu'ils peuvent. Moi, je pense. Puis, j'ai pas nécessairement vu ce passage-là, mais... probablement ce qu'elle voulait dire, parce que lorsque le dossier est déposé en faillite, ben, c'est public. Là. OK, c'est à partir de première entrée dans le bureau, tu décides faillite, c'est public. Ben, lorsque c'est signé. Okay. Effectivement, lors de la première rencontre, lorsqu'on ne sait pas où on s'en va, ben là, on ne peut pas dire oui, on essaie de garder ça secret, parce que on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Donc, même si on dit « Ah, ça va pas bien », mais là, on risque de faire paniquer tout le monde, puis on ne sait pas ça va être quoi la stratégie. Donc, là, oui, tant aussi longtemps qu'on n'est pas certain de quelle langue on va choisir, ben oui, généralement, c'est qu'on ne l'ébruite pas parce qu'on ne sait pas où on s'en va. Là. Mais dès que c'est signé, ben là, ça, c'est public. Mais Juliette l'avait mentionné, là, si je me souviens bien, qu'une fois que c'était signé, je pense le vendredi, ça s'est concrétisé, puis il ouvrait même plus le lundi. Ben non, mais comme tu dis, les semaines d'avant où elle savait que ça s'en venait, elle devait maintenir à flot parce que tu veux que l'argent continue de rentrer au max pour payer des créanciers. C'est exactement ça. Quand tu commences à y penser, si tu as 3 semaines devant toi, tu vas profiter de la clientèle pour continuer à faire de l'argent. Puis... Ben, pour écouler ton inventaire, pour ultimement être capable de rembourser tes créanciers le plus possible. Mais je trouve ça important de le dire parce que dans les commentaires ou quand on entend parler de faillite, souvent, ils n'ont même pas averti les employés. Moi, j'ai souvent entendu ça dans des histoires de ça a fermé du jour au lendemain. Personne n'a été averti. Fait que je trouve ça bien qu'on nomme que c'est normal qu'ils savent pas. T'sais. Exact. Mais c'est vrai. Mais en même temps, tant aussi longtemps que tu sais pas quel outil que tu vas utiliser, ben... T'as pas de raison d'en parler. Ben non, parce que supposons que tu dis « Ah, ben ça va pas bien, on pense peut-être à faillite. » Mais finalement, il y a une restructuration, puis on trouve quelque chose, puis ça s'est reparti, ben t'as fait paniquer tout le monde pour rien. Donc, tu sais, il faut vraiment faire attention. C'est un sujet sensible, là, c'est des emplois, puis tout ça. Mais il faut vraiment... mais quand la décision est prise, je pense que c'est bon d'être transparent. Eh bien, merci pour ton temps. Ce fut très pertinent. Merci. Je vous rappelle aux auditeurs l'épisode où on a parlé... de la faillite, c'est la capsule 6, en fait. Et puis, dans la prochaine capsule, là, on rentre dans un cas réel d'une grande faillite, la grande entreprise, puis plus tard, on va même parler d'un cas réel d'une plus petite faillite, d'une PME. Donc là, ça s'en vient, c'est le fun, les exemples. En tout cas, Camille et moi, on aime vraiment rentrer dans des cas clients de ce genre. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et merci, à bientôt. À bientôt.